Bonjour, bienvenue dans Poire et Cahuètes, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, et on se retrouve comme toujours avec Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste, pour animer ce podcast. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène. Dans cet épisode, on va parler de la France et de ses minorités, de ce qui les travaille, de ce qu'elles expriment. Comment vivent-elles dans ce pays qui est le leur, tout en ayant une ascendance subsaharienne, maghrébine, asiatique, tout en n'ayant pas la peau blanche? Les mobilisations et courants de pensée antiracistes d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Ils prennent de nouvelles formes, se font de plus en plus entendre et sont aussi, parfois, décriés. Oui, d'ailleurs, cette question de la représentation des minorités et de leur place en France, elle est revenue récemment sur le devant de la scène pendant quelques jours, à l'occasion d'une archive télévisée datant des années 90 qui a refait surface et qui rappellera forcément des souvenirs à celles et ceux qui sont assez vieux pour avoir connu cette période. Pépita, s'il vous plaît, ma petite chérie, voulez-vous remettre les boîtes de jeu à notre camarade Jean-Pierre? Asseyez-vous là, ça va être joli. Asseyez-vous là, ça va être joli. Dans le noir Viens et avec tout, moi. ça vous changera. Bon, elle s'en va. Bien, allez. Au revoir, Pépita, c'est pas grave. C'est printanier, mon Pépita, tout ça. Vous savez, Patrice, que certains disent qu'elle est pulpeuse en plus avec son citron et son orange. On est vraiment dans les fruits, là. J'insisterai pas parce que je peux avoir la même pour rien, donc de toute façon... La même Oui, je la vais la même. rencontrer. La même en blanc. La même en blanc. Alors voilà, on a entendu des archives de l'émission Pyramide qui était diffusée sur France 2, une émission très populaire à l'époque, un jeu qui passait pour un télo. Et c'est vrai qu'on avait un peu oublié ces passages qui ont choqué dernièrement. Alors précisons que l'intéressée elle-même, Pépita, a donné depuis sa propre version des faits, en soulignant que c'était selon elle un montage trompeur, que ses collègues n'étaient pas racistes, enfin voilà, que l'histoire avait été interprétée d'une manière assez fallacieuse, mais en tout cas c'est le signe d'une sensibilité croissante à ces sujets qu'on pourrait résumer comme des impensés de la société française. Alors dans le même temps, l'actualité a été très marquée par une deuxième polémique touchant également aux questions raciales, cette fois avec la question des réunions non mixtes proposées par l'UNEF, le syndicat étudiant de gauche qui est devenu aux yeux de ses détracteurs un foyer d'intersectionnalité décomplexée depuis quelques années. Le tout sur fond de campagne électorale pour les élections régionales, puisque la candidate PS en Île-de-France, Audrey Pulvar, a défendu le principe de ces réunions non mixtes et a essuyé une série de critiques très virulentes depuis. Pour réfléchir à ces événements d'actualité que tu viens de citer, Jean-Laurent, pour les comprendre, pour les mettre en perspective aussi, on va vous proposer dans cet épisode de Poire et Cahuètes quelques lectures qui nous ont marqués tous les deux. La première, c'est Afropéa de Leonora Miano. Le livre est sous-titré Utopie post-occidentale et post-raciste. C'est sorti en octobre dernier chez Grasset. Alors déjà, il faut définir ce que c'est qu'un Afropéen. C'est une personne d'ascendance subsaharienne née ou élevée en France. Je vous lis quelques lignes de Leonora Miano qui précisent ce concept-là. Les concernés sont avant tout dépositaires d'un vécu européen. C'est en Europe qu'ils ont passé leurs années de formation, celles de l'enfance et de l'adolescence, dont on connaît l'importance pour la structuration de la personnalité. Les Afropéens sont souvent enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants d'immigrés subsahariens. Contrairement à leurs ascendants, ils ne connaissent que la vie en situation de minorité, l'existence dans un espace rétif à se reconnaître en eux. Leonora Miano précise bien qu'elle-même n'est pas afropéenne, elle est née au Cameroun, mais elle a réfléchi à cette question pour sa fille, née en France, qui est donc afropéenne. Et alors, Afropéa, ce concept qu'elle développe dans son livre, c'est une utopie qu'elle dessine. Afropéa, c'est d'instituer une multi-appartenance, de donner une visibilité aux sensibilités, aux cultures non européennes, de sortir du cadre colonial ou néocolonial pour pouvoir avoir sa place dans le monde en étant et européen et subsaharien. Alors oui, pour revenir sur l'origine du terme Afropéa, c'est un néologisme qui a été inventé dans le domaine de l'art et de la création, parce que c'est le musicien anglais David Byrne qui a inventé ce mot au début des années 90 pour désigner un continent fictionnel permettant d'explorer à travers la musique l'influence des cultures africaines sur la sensibilité européenne. Donc Leonora Miano, qui est romancière, importe quelque part ce vocabulaire qui vient de l'art et de la fiction dans le champ, on pourrait dire, social et politique. Mais elle le fait, je trouve, d'une manière qui est
assez éloigné du vocabulaire militant woke dont on a pris l'habitude ces dernières années. C'est un style qui est plus évidemment plus littéraire et qui invite plus à la réflexion, je trouve, qu'à la condamnation. Alors ça, c'est assez agréable à lire, c'est assez inventif. Et alors, elle précise que la logique d'Afropéa, c'est d'écrire la suite de l'histoire de la relation entre les pays et les continents, et de sortir aussi quelque part de l'occidentalité. Donc encore une fois, c'est un gros sujet qui implique toutes les composantes de la société, pas seulement les minorités, puisqu'il s'agit en fait de repenser toute la représentation qu'on a de nos sociétés qui sont multiculturelles, qui était en fait jusqu'ici une forme d'impensé pour la plupart des gens. Oui, une forme d'impensé, en tout cas pour le groupe majoritaire. Le groupe minoritaire, disons, les personnes noires, en France comme aux États-Unis, pensent ces questions-là. Mais il y a plein de choses intéressantes dans ce livre. Par exemple, alors qu'on voit qu'en Europe, aux États-Unis, justement, les personnes se définissent comme noires, Leonora Miano dit qu'en Afrique subsaharienne, les gens ne se perçoivent pas du tout comme noirs et ne se qualifient pas comme tels. Et de même, elle précise que les qualificatifs pour renvoyer aux blancs ne désignent pas leur couleur de peau, mais des statuts, des caractéristiques sociales ou autres. D'ailleurs, le fameux toubab, on dit plus babtou aujourd'hui, vient de toubib, docteur, et donc c'est ainsi que des personnes en Afrique qualifiaient les blancs. Ce serait traduit abusivement en disant que toubab veut dire blanc. Ce n'est pas ça la racine. Leonora Miano part aussi d'événements d'actualité pour en tirer des théories plus larges. Par exemple, elle explique qu'elle a été surprise par l'engouement aux États-Unis et en France pour le film Black Panther, film qui a connu un large succès. Et justement, il y avait des Afro-Américains, des personnes noires en France qui trouvaient ce film génial parce que ça leur offrait une représentation positive d'eux-mêmes. Mais Leonora Miano prend de la distance par rapport à tout ça. Et pour elle, en fait, dans ce film, le Wakanda, c'est une Afrique fantasmée qui reprend des codes que lui a collés l'Occident, qui fait un patchwork folklorique de plein d'éléments qui viennent de pays différents et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et puis surtout, c'est une terre qui est complètement vierge de toute colonisation, donc qui ne correspond en rien à la réalité d'un pays africain. De même, les histoires de blackface au carnaval de Dunkerque, elle explique que de prime abord, elle ne comprenait pas trop pourquoi ça choquait des personnes noires en France, parce qu'elle disait que, vu d'Afrique, vu du Cameroun, des personnes qui feraient ça, ce serait juste des blancs qui font des trucs de blancs. Et qu'elle a dû se mettre dans la position de ce que c'est qu'être une personne noire en France, en situation de minorité et en situation d'infériorisation, pour comprendre l'offense et le caractère blessant de ces pratiques-là. De manière plus générale, dans Afropéa, le projet de Leonora Miano, ce qu'elle prône, en fait, c'est de sortir de l'occidentalité dont tu parlais, Jean-Laurent. Donc, l'occidentalité, c'est le caractère conquérant, invasif, d'appropriation des ressources et de volonté hégémonique. Et elle appelle donc à sortir de ce paradigme-là, à en créer un nouveau, beaucoup plus multiculturel, mais en ne calquant pas les mêmes tares qui ont été faites par l'Occident pour retourner les choses dans l'empowerment aujourd'hui. Oui, donc il s'agit, comme tu l'as dit, de changer de paradigme, de changer de vision, de représentation. Ça implique tout le récit que se fait de la société française d'elle-même. Donc autant dire que c'est pas gagné, parce que c'est quelque chose de très structurel, et on comprend qu'il y ait des résistances, ou en tout cas qu'on ait l'impression que ce sujet tourne en rond et n'avance pas, tant que la société française en fait n'a pas envie de le regarder en face, d'une certaine manière. I can't believe this. I can't believe this. I can't believe this, man. Mama, I love you. Tell my kids I love them. Is he breathing right now? Check his pulse. Check his pulse. Check his pulse. Alors, on va faire un petit détour par les États-Unis pour parler du procès de George Floyd, ou plus exactement celui de Derek Chauvin, le policier qui a gardé son genou sur le cou de Floyd pendant 9 minutes, menant à sa mort. Alors, on en parle parce que c'est une semaine après la mort de Floyd que le comité Adama avait appelé à une manifestation à Paris qui a réuni 20 000 personnes contre les violences policières. Et donc, ce procès du policier qui a tué George Floyd a valeur de symbole aux États-Unis, mais plus largement partout dans le monde. C'est un procès qui est retransmis en ce moment en direct et en intégralité sur les chaînes américaines. Et Jean-Laurent, t'en as fait ton feuilleton du moment. Tu as regardé plusieurs heures, voire dizaines d'heures de ces émissions-là. Oui, en fait, comme tu l'as dit, le procès est streamé en direct. Et c'est vrai qu'au début, je voulais, par curiosité, en voir quelques images. Et je me suis laissé happer un petit peu par l'évolution des débats. Il faut quand même dire aux gens qui ne le regarderont pas que
c'est extrêmement long. Ça fait déjà plus de 2 semaines que le procès a débuté. Il commence en France à peu près 14h jusqu'à 23h minuit. C'est une succession d'experts, médecins, spécialistes, juristes en procédure liées aux interventions policières. C'est extrêmement méticuleux, plein de détails. Et en fait, les gens qui s'attendraient à un procès politique seraient déçus parce qu'en fait, il n'y a absolument aucune prise de position de la part des témoins qui n'ont pas le droit. Dès que quelqu'un à la barre essaie de politiser le propos, le juge le rembarre direct. Donc c'est vraiment le procès d'un policier et de la manière dont il a agi. Et donc pour reparler quand même un petit peu du fond de l'affaire et vous expliquer comment les débats évoluent, du côté de la défense, on met en avant le fait que Floyd avait pris de la drogue. Il était victime, comme beaucoup d'Américains, de l'addiction aux opiacés et il était donc très agité. C'est quelqu'un, on le voit sur les images, il n'est pas menaçant, mais en revanche, il est inquiet, agité, il est claustrophobe et à cause de cette claustrophobie, il refuse de monter dans la voiture, il en ressort. Et en fait, l'enjeu pour la défense, c'est de montrer que le policier a agi en réaction à cette attitude, alors que pour l'accusation, qu'il accuse de meurtre, il s'agit de montrer que Floyd n'était pas quelqu'un un toxicomane menaçant, mais un homme vulnérable en fait, qui avait peur et dont il aurait fallu s'occuper, alors que la police a réagi comme si c'était un délinquant très dangereux. Alors donc le verdict est attendu pour la fin du mois d'avril. Rappelons que c'est la mort de George Floyd et le procès qui a relancé le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, et que par ricochet, le sujet des violences policières, des discriminations et de la place des minorités dans les sociétés occidentales a rejailli en Europe et en particulier en France, puisqu'aujourd'hui, George Floyd, c'est le symbole de toutes ces questions. Alors, c'est quelque chose qui est encore très américain, mais par exemple, dans les commentaires autour du procès, on lit tout le temps que c'est un policier blanc et que la victime est un homme noir, et c'est tout le temps précisé comme ça. Et tous les médias insistent là-dessus, et tous les experts de plateau dans les chaînes américaines sont très, très sensibles à la question, et le cadrage médiatique, en gros, est à 100% orienté vers cette question du racisme structurel. Il y a une autre minorité en France qui subit elle aussi le racisme, même si elle est moins exposée. Il s'agit des Asiatiques. Et on va vous parler à présent d'un autre livre paru récemment de Yan Shuang, Une minorité modèle, point d'interrogation, Chinois de France et racisme anti-asiatique. C'est paru à La Découverte en mars 2021. Yan Shuang a effectué un gros travail de terrain, beaucoup d'entretiens avec des individus pour détailler des trajectoires migratoires et relater différentes insertions économiques. Son livre est vraiment très riche parce qu'on comprend pourquoi des personnes asiatiques pratiquent autant la manicure, pourquoi est-ce qu'elles tiennent des bars tabac, pourquoi est-ce qu'elles privilégient l'entrepreneuriat plutôt que le salariat. Et puis ensuite, l'autrice, dans son travail, se penche sur les récentes agressions à Paris qu'il y a eu ces dernières années, donc de personnes asiatiques, supposément parce qu'elles auraient de l'argent en liquide, et les mobilisations que cela a entraîné de la part de la communauté asiatique en France et de franco-asiatiques, évidemment, pour demander la sécurité, mais aussi le respect et la reconnaissance. Oui, parce que derrière ces revendications de sécurité, de protection, a émergé une conscience politique, en quelque sorte, de la minorité asiatique. Et s'est posé la question, là encore nouvelle pour la société française, d'un impensé, du racisme anti-chinois et plus généralement, on va dire, de préjugés concernant les Asiatiques. D'ailleurs, on peut noter que depuis une décennie, une génération d'humoristes asiatiques a émergé en France. On va entendre un extrait d'un sketch de l'un d'eux, Frédéric Cho, qui est d'origine vietnamienne. Quand tu vois un Chinois à la télé ou au cinéma, c'est pour qu'on se foute de sa gueule, hein. Et moi, j'ai remarqué, c'est l'accent qui vous fait rire, c'est ça, hein. Oui, parce que moi, personnellement, j'ai jamais vu un comédien chinois débarquer à l'écran comme ça, hein. Bonsoir. Un canard laqué? Oui, très bon choix, oui. Vous prendrez un riz nature ou bien un riz cantonné avec? Ça n'existe pas, ça. Alors que... Canard laqué? Oui, mais pas de problème, riz nature, riz cantonné avec. Hein? Là, il y a des rires. Vous me dégoûtez, hein. Oui, alors c'est un sketch, tu le disais, qu'il y a une dizaine d'années, mais finalement le racisme anti-asiatique a repris vraiment avec force sur la période récente avec le Covid, puisque voilà, on a vu des personnes accuser d'autres personnes asiatiques d'avoir importé le virus, d'être responsables, de manger n'importe quoi, etc. Donc dans Une minorité modèle, il en est un petit peu question à la fin, comme c'est paru récemment, je pense que Yan Shuang a pu l'insérer à son récit.
De manière plus générale, elle raconte aussi cette espèce d'entre-deux des personnes franco-chinoises ou franco-asiatiques entre, d'un côté, subir des réflexions racistes dès l'enfance, un rejet des autres à l'école alors qu'elles se sentent complètement françaises, et puis de l'autre, une certaine solitude, une certaine fracture avec le monde de leurs parents ou de leurs ascendants immigrés qui n'est pas le leur, des parents, des grands-parents qui sont assez silencieux sur leur passé migratoire, qui s'attachent surtout à donner une bonne image. En fait, ce sont des personnes qui ne se sentent ni vraiment chinoises, ni vraiment françaises. L'autrice écrit, d'un côté, le regard stéréotypé de la population majoritaire les fait autres et remet constamment en question leur francité. De l'autre, n'ayant pas grandi en Asie et ne maîtrisant aucune culture chinoise ou asiatique, ils se sentent également discrédités en tant que Chinois. Et donc, en fait, à travers ce livre, on voit bien que y a des schémas familiaux et de construction beaucoup plus nuancés que l'image lisse de la minorité modèle, de ceux qui réussissent bien, qui s'en sortent bien à l'école, qui baissent la tête et qui, soi-disant, ne subiraient aucun racisme parce que ce sont des bons immigrés et descendants d'immigrés bien intégrés. Ouais, d'ailleurs, il y a un passage que je trouve assez amusant sur un couple donc de Français descendants d'immigrés chinois qui reprend un bar tabac dans une petite ville de Normandie et ils conservent les anciens salariés, le cuisinier, le barman pour que les habitués s'inquiètent pas trop de voir des Chinois reprendre le commerce. Et donc l'auteur explique que les touristes asiatiques prennent ce jeune patron en photo parce qu'ils n'arrivent pas à associer, ils associent pas dans leur tête le bar tabac français à la présence de Chinois. Et cette anecdote, elle pose encore une fois la question de l'identité collective et de la représentation qu'on se fait d'une France post-coloniale, multiculturelle, etc. Et pour terminer sur ce vaste sujet, on voulait vous recommander une troisième lecture, un ouvrage paru très récemment au PUF, L'épreuve de la discrimination. Alors, il était écrit par 7 chercheurs, dont Julien Talpin, qu'on a reçu lors d'un récent épisode sur la controverse de la race, entre guillemets, impliquant le livre de Stéphane Beau et de Gérard Noiriel, qui a fait beaucoup de bruit. Alors, cette enquête de terrain a été menée dans plusieurs quartiers populaires français, à Vaux-en-Velin, Roubaix et Grenoble notamment, également à l'étranger. Alors, les auteurs renversent le problème de la discrimination en expliquant que ce n'est pas la minorité qui se pose en groupe à part, qui se sépare du reste de la société, c'est plutôt l'inverse, c'est l'expérience de la marginalisation, de la stigmatisation, de ce qu'ils appellent la minoration, qui mène à un discours d'opposition de type « eux contre nous étant le reste de la société ». Oui, c'est ce que les auteurs appellent une identification réactive, nous les Arabes, nous les Noirs, nous les musulmans, etc., parce qu'ils sont rejetés et assignés à une identité subalterne par rapport au groupe majoritaire. Oui, d'ailleurs, les auteurs remarquent que beaucoup de leurs enquêtés prennent leur distance avec cette idée de communautarisme et regrettent plutôt le déclin de la mixité dans les quartiers dans lesquels ils vivent, tout en étant assez conscients de la relégation qu'ils subissent. Voilà, donc encore une fois, est posée la question du racisme, des discriminations, non pas seulement sous l'angle des minorités qui les subissent, mais sous l'angle de la société dans son ensemble, puisque, comme les auteurs l'indiquent en conclusion, la discrimination, c'est un processus avec des victimes, mais souvent sans coupable identifié. Ce sont des processus, l'orientation scolaire, l'attribution de logement. Donc finalement, tout le monde s'accommode de cette situation, notamment les élites, qui peuvent prôner un antiracisme de principe, qui peut être sincère, mais qui n'a pas vraiment d'effet sur la situation, d'où l'importance de mettre la question sur la table pour la société française dans son intégralité. Ben oui, puisque s'il y a des minorités, c'est bien qu'il y a un groupe majoritaire, les Blancs. Et avant de conclure, je vous recommande donc de lire La fragilité blanche de Robin DiAngelo, puisqu'il a été traduit tout récemment en français. Il date de 2018 en version originale américaine, mais il a été traduit en 2020 sous le titre Fragilité blanche, ce racisme que les Blancs ne voient pas. Si vous ne voulez pas le lire, il y a 2 articles sur Slate qui le résument, mais qui prennent aussi une distance critique par rapport aux propos. On vous mettra les références. Et de manière générale, voilà, ce concept de fragilité blanche de Robin DiAngelo, c'est la difficulté d'aborder la question du racisme auprès des personnes blanches qui réagissent très mal, réagissent dans l'émotion et dans la dénégation de privilèges de fait dont elles bénéficient. Et par ailleurs, on vous recommande de revenir un petit peu en arrière dans notre liste d'épisodes et d'écouter ou de réécouter celui que nous avions consacré au concept de privilège blanc qui était intitulé Du privilège blanc au bab tout fragile, les blancs face à leur identité. Voilà, et j'espère que nous n'avons pas été trop fragiles au cours de ce podcast, Hélène.
C'est toi le fragile, Jean-Laurent. Et avant de se quitter, une toute dernière recommandation, c'est La vie psychique du racisme de Livio Boni et Sophie Mendelssohn. C'est paru à La Découverte au mois de mars 2021. On en a publié les bonnes feuilles sur Slate. Je vous conseille vivement de les lire sous le titre « La psychanalyse française a longtemps refoulé les questions raciales et coloniales ». On se quitte donc et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Poire et Cahuète. Merci beaucoup Jean-Laurent pour cet échange. Merci Hélène, à très bientôt. Retrouvez Poire et Cahuète sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et Cahuète, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.